tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce 25e épisode de la saison 3 déjà, et également là, l'un des derniers, comme vous pouvez le remarquer, là, de l'année 2021, là, on vous fait on va dire épisode spécial, mais on n'aime pas trop les nommer comme ça parce que ça change un peu la trame directrice, là, mais ce qu'on veut faire, c'est, moi personnellement, puis je pense Gab, tu partages un peu le même avis, là, mais j'aime bien les trucs là, de fin d'année, là, peu importe c'est quoi quel type de nouvelles, que ce soit genre les événements marquants dans le monde, les événements climatiques, les trucs de sport également, là, peu importe, mais l'espèce de top de fin d'année, j'avoue que je trouve ça quand même assez intéressant. Ça fait une belle rétrospective là, sur l'année en cours, puis je pense qu'avec le contenu qu'on a créé durant l'année, là, qui va inclure la saison 2 et la saison 3, on a eu beaucoup de sujets là, qui étaient quand même assez notoires. Fait que on vous fait aujourd'hui un épisode spécial, donc pas de segments comme vous les connaissez si bien, là, mais plutôt en mode les événements marquants de 2021 dans le monde financier et géopolitique. Là. Bref, un peu les mêmes sujets, les mêmes formats que ce qu'on parle d'habitude, mais notre top 3 respectif à Gab et à moi. Donc on va alterner l'un après l'autre nos trois segments avec encore une fois peut-être il va y avoir peut-être un petit peu d'opinion là-dedans, là, fait que je vais te laisser Gab dans quelques secondes faire le petit disclaimer. Là. Donc c'est très axé sur qu'est-ce qui selon nous a marqué l'année 2021 pour les marchés boursiers qui, en prémisse, et je te passe la parole par la suite, là, était quand même une année relativement favorable pour les marchés boursiers. Mais qu'est-ce qui l'a marqué? On vous parle de ça dans les prochaines minutes. Gab, peut-être petit disclaimer et également peut-être des petites balises là, sur qu'est-ce qu'on va bien évidemment éviter en termes de sujet. Là. Il y a quand même des trucs qu'on a déjà trop parlé selon moi. Là. Ouais, bah, ce qu'on a, je pense, peut-être un peu trop parlé, c'est le Covid. Là. Moi, je pense qu'on en a tous un peu marre d'entendre parler tous les jours de ça, là, même dans les nouvelles. Donc, on va s'abstenir, évidemment, de parler de ça. Même si, bon, évidemment, c'est le climat qui a défini un peu l'année, encore une fois. Et puis, je pense que ça va rester de même, malheureusement, en fait, pour encore quelques temps. Là, je pense au minimum encore une année. Là, donc, c'est pas fini. Donc, évidemment, on a préféré ne pas en parler parce que je veux pas de ce que ça non plus, ça abîme la qualité aussi de notre discussion d'aujourd'hui. Euh, Bon, comme chaque épisode, n'oubliez pas le disclaimer que, évidemment, tout ce qu'on parle, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Contactez un expert si vous avez des questions sur votre situation particulière. Louis seul sera en mesure de pouvoir déterminer, évidemment, ce qui vous correspond. Je précise aussi, comment dire, c'est un épisode, on a dit un peu spécial, mais on va garder, je pense, les mêmes jingles, etc. Donc ça va rester, je pense, officiellement un son de la cloche. Et on va essayer de tenir ça quand même dans un délai raisonnable. On prévoit un épisode d'à peu près une quarantaine, voire une cinquantaine de minutes si on déborde, parce qu'on risque de déborder. Donc restez assis, préparez-vous à manger ou à boire, et puis on espère que vous allez apprécier l'épisode de cette semaine. Effectivement. Donc pour la formalité, comme tu l'as dit Gab, là, faisons une petite coupure dans le début de l'épisode pour mentionner que c'est un haut son de la cloche et insérer le jingle comme toujours à l'instant et on retourne au retour du jingle. Parfait. Donc, je vais peut-être entamer. Là. Je vais prendre la parole. Encore une fois, je pense qu'on a fait un petit peu en mode surprise. On a fait nos top 3 respectifs. Donc, vous allez voir, là, il risque peut-être d'avoir des réactions, somme toute, par-ci par-là, dépendamment des sujets, parce que et Gab ne connaît pas forcément mes sujets et je ne connais pas du tout les sujets de Gab. Là, donc, ça va être assez intéressant. On a quand même fait en sorte là, de se mettre des balises pour pas qu'on vous arrive qu'on ait le même top 3. Là. Ça serait un petit peu un spoiler et une surprise pour nous et pour vous. Et un épisode un peu plus court que prévu. Donc, je vais lancer la balle. En fait, pourquoi je pense que c'est une bonne manière d'entrer dans le sujet, là, c'est mon événement, mon premier événement, là, mon numéro 1, si on peut dire, pour l'année, qui est également au tout début de l'année, là, c'était pour être exact, là, vers la fin janvier 2021, et même en janvier plus généralement, là, que ça a commencé. Je vais revenir sur Wall Street Bets. On en avait parlé dans un épisode et même on avait donné beaucoup d'opinions. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on allait peut-être avoir un petit peu d'opinion là-dessus. Là, on a un petit peu traîné Wall Street Bets à ses heures dans la boue, là, je crois, dans certains épisodes. Mais en fait, la surprise que j'ai eue en faisant justement de la lecture là, sur les espèces de top de fin d'année des marchés financiers là, de différents très bons journaux, GameStop est le titre qui a connu le plus haut return dans l'année, autour de 815%. Donc, pour cette année, d'habitude, on peut voir ça et c'est toujours intéressant de voir quel titre s'est démarqué. Cette année, Wall Street Bets a réussi à pumper, on va dire tout de suite, là, le stock de GameStop jusqu'à 815%. On parle d'une capitalisation boursière là, dans les derniers jours qui était autour du 13,2 milliards de dollars pour une compagnie qui, on le rappelle,
ne faisait plus grand-chose, à part avoir des points GameStop ou des eBay Games, ou je pense qu'il faisait un petit peu de hardware, mais c'est très, très, très minime, là, globalement, des jeux vidéo, et c'est tout, là. Une business un peu à la Blockbuster, mais en mode jeu vidéo plutôt qu'en mode film, là, qui s'en allait nulle part, et qui va être en fin 2021 le titre ayant la plus grande croissance. J'élargis ça un petit peu aussi à AMC, là, les deux autres noms classiques, là, AMC et BlackBerry également. Fait que c'est un peu ça, au-delà de la performance, je pense et je mets un petit peu le tag sur Wall Street Bets comme étant la raison d'être de toute l'envolée qu'on a eue par la suite au niveau des NFT, au niveau des cryptos. L'année 2021 va rester dans l'histoire et on verra c'est quoi l'avenir de ces types d'actifs-là, entre guillemets. Là. Mais 2021 va avoir été marqué par le fait que des investisseurs qui ont une vision un peu moins conventionnelle par rapport à la finance moderne et à la finance qu'on nous enseigne, là, va avoir commencé à investir beaucoup dans les marchés. Et selon moi, c'est Wall Street Bets, c'est les fameux stocks qui ont été pumpés, qui ont drivé ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un NFT comme ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de crypto maintenant? Ben, c'est parce que, justement, ces nouveaux types d'investisseurs individuels-là qui sont rentrés sur les marchés en janvier 2021 ont amené ce changement de vision-là, ont amené justement cette espèce de réflexion-là sur où est-ce qu'on en est. Puis je vais te passer la parole à l'instant ou sous peu, là, Gab, mais tu sais, je l'avais soulevé également. Là. Ça a montré aussi un fondement même des marchés qui était... Les marchés fonctionnent bien tant et aussi longtemps qu'on est capable de les réguler de manière adéquate. Et on sort de l'année 2021 et je ne serais pas prêt à dire que les instances de réglementation ou de régulation américaines, par exemple, ont réellement eu la capacité de mettre une balise sur cette logique-là de high risk, high reward, des short-term gains. Là, je ne crois pas qu'il y a encore eu une mainmise qui a été faite là-dessus et il y a encore énormément de personnes qui perdent au profit de personnes qui au final, tout ce qu'ils font, c'est pousser des titres sur leur page Twitter, par exemple, et parce qu'ils ont un petit following et qui obtiennent de l'argent sur la liquidité des autres. Donc, c'est un peu la problématique. Ça a vraiment créé une nouvelle instance, amené des nouveaux investisseurs et intéresser des personnes à la finance, ce qui est bien, mais beaucoup de défauts sur le fait que je ne crois pas que les instances réglementaires ont bien mis leurs balises. Et comme on a dit aussi, qu'il y a encore beaucoup de capitaux qui sont perdus, qui sont transférés parce qu'il y a des gagnants et des perdants dans les marchés. Mais malheureusement, il y a beaucoup de techniques un petit peu arbitraires que je n'aime pas, qui permettent à certaines personnes de gagner et certaines personnes de perdre, malheureusement. Après, je trouve ça très bien que tu aies abordé effectivement, pardon, excuse-moi, Wall Street Bet. C'est très drôle d'ailleurs parce que j'écoutais justement une vidéo il y a quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement. Donc comme quoi c'est parfois le hasard fait bien les choses, hein, mais c'était peut-être pas d'un point de vue parfaitement financier. En tout cas la personne qui en parlait. Donc c'est pour ça que je pense pas que je le partagerai dans les liens. C'était plus dans la culture du YOLO, entre guillemets, du YOLO stock. T'as bien raison, je pense que c'est vrai que c'est une situation qui fait réfléchir énormément. Par le fait même que, premièrement, oui, les organismes de réglementation ont clairement manqué le coche. Ils ont manqué quelque chose par le fait même qu'ils n'ont pas été capables, si tu veux, d'arrêter la propagation de fausses nouvelles qui se faisaient. Donc, un peu comme aujourd'hui, on est capable de mettre en péril, par exemple, des élections, par exemple, avec l'élection de Donald Trump il y a quelques années, mais on sait qu'il y avait pas mal eu de la propagande qui avait été faite, financée notamment par la Russie, justement sur la campagne de Donald Trump. Et ben, il y a comment dire, il y a des choses à se poser. Donc, premièrement, je pense une remise en cause, évidemment, de la réglementation. Deuxième point, je pense aussi une remise en cause aussi de la culture, c'est ça, du YOLO stock, du gain à court terme qui fait que les investisseurs dits uninformed, d'ailleurs c'est mon sujet de mémoire, d'ailleurs je te dévoile comment dire, un peu en avance, mais c'est cette culture-là d'aller chercher du gros gain à très court terme sans avoir cette patience de l'investisseur qui je pense est requise. Eh ben, on voit tous ces effets maléfiques, je dirais, sur les marchés financiers, là, avec des stocks qui sont complètement surévalués. Aujourd'hui, je crois qu'en tout cas, avec les dernières données, on était aux alentours des 150 $, 160 là, donc quand même beaucoup plus que le 30 $ à l'origine, qui faisait quand même beaucoup plus de sens, je te dirais, en termes de valeur fondamentale de cette entreprise-là. Je pense pas que ça vaut 155 $, même si je sais que GameStop a depuis cette envolée-là, alors maintenant ils se mettent à faire plein de projets en mode YOLO, eux-mêmes commencent complètement à dérailler sur cette culture du YOLO, entre guillemets, que peut avoir Wall Street Bet.
Euh, c'est un sujet véritablement, je pense, qui va rester d'actualité parce qu'elle pose énormément de questions de savoir comment on fait pour que les marchés soient efficients. C'est-à-dire que le prix des actions reflète évidemment l'information qui est disponible sur les marchés. Et évidemment, ça va rester toujours d'actualité. Et peut-être que je pourrais en parler un peu plus tard quand mon mémoire avancera, mais je pense que ça reste un sujet évidemment très intéressant là. Et puis, je pense qu'on peut passer au deuxième. Qu'est-ce que t'en penses, JP? Mais à ton top 1 à toi, ouais, effectivement. Ouais. Alors, le top 1, que tu ne sais pas, parce que ce Wall Street Bet, je dois t'avouer, tu me l'avais envoyé. Moi, je vais te présenter mon premier sujet, et qui concerne, roulement de tambour, la crise des sous-marins. Oh mon Dieu, ouais. Non, ça c'est vrai. Mais ça c'est vrai qu'il faut que tu représentes ta patrie. C'est vrai que si tu veux faire ta cause présidentielle un jour là, pour ta retraite en France, c'est vrai que c'est bien fait. Bien Non. fait. Franchement, je sais que tu t'y attendais pas. D'ailleurs, pour la peine, les auditeurs le voient pas, mais dans la vidéo, là, je mets un drapeau animé derrière mon crâne, en tout cas sur l'enregistrement en ce moment. J'espère que ça va te déconcentrer, JP, ou pas. On se souvient, cet été, évidemment, ça a été une très grosse crise diplomatique, en fait, entre la France et puis la plupart des pays européens contre les États-Unis, comme quoi même les meilleurs alliés, parfois, arrivent à se mettre des bâtons dans les roues pour, évidemment, beaucoup d'argent en jeu, puis surtout beaucoup d'influence militaire contre la Chine, évidemment, qui est l'enjeu central, en fait, du débat entre cette fameuse alliance AUKUS qui irait se créer donc du coup avec le Royaume-Uni, l'Australie et les États-Unis, donc une alliance un peu comme l'OTAN, sauf que ce serait une version qui serait beaucoup plus sur l'Indo-Pacifique. Donc je pense que cette crise-là, hors l'axe, je dirais que l'axe que j'ai pris, c'est plus un axe parodique, entre guillemets, un axe un peu chauvin, on dirait. C'est beaucoup plus un axe, on dirait, géopolitique, je pense, qui peut être très intéressant. On l'a bien vu, c'est vrai que l'influence de la Chine un peu partout dans l'Indo-Pacifique commence à se montrer très fort présente. Tu vois, par exemple, les derniers événements, par exemple en Nouvelle-Calédonie, il y a eu un troisième référendum qui a été fait il y a quelques jours, en fait, je pense que c'était la semaine passée, qui a d'ailleurs donné la victoire du non, mais avec des forts soupçons c'est pas des forts soupçons de fraude, mais plutôt une participation qui est très faible, puisque les indépendantistes avaient boycotté le référendum, donc le FLNKS. Et tu vois que la Chine serait très contente, si tu veux, d'avoir une Nouvelle-Calédonie indépendante, parce que ça fait non seulement une base d'extraction de lithium, parce qu'on sait que la Nouvelle-Calédonie est un énorme producteur de lithium, et ben il y a tout un enjeu, tu vois, où tu pourrais avoir de la construction de bases militaires, etc. Donc l'Indo-Pacifique, je pense que ça a marqué cette année. Parce que je pense qu'elle n'a jamais été aussi importante, cette stratégie d'être capable de contrôler cette région du sud-est asiatique, voire du Pacifique. Et on voit que ça fait partie de l'actualité. Il y a des tensions commerciales. On en a entendu parler pas mal durant l'administration Trump. Tensions commerciales, tensions politiques, tensions militaires. Tensions économiques aussi avec évidemment la crise des sous-marins qui n'est qu'en fait qu'une conséquence en fait de tout cet englobant qui est évidemment la stratégie Indo-Pacifique. Et ben je pense que ça va nous donner aussi beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on va suivre ça avec beaucoup on va dire d'intérêt l'année prochaine aussi. Exact. Puis je pense que ça montre quand même aussi un peu un défaut là, de cette logique d'alliance-là, justement, contre la Chine. Là. C'est très beau, là. L'OTAN, c'est très beau. Les alliances des pays occidentaux contre l'ascension de la Chine comme puissance mondiale, mais ça reste que ça peut dérailler avec un deal d'armement militaire, ce qui rappelle encore une fois les fondements des intérêts nationaux des pays qui font partie de l'OTAN ou des pays occidentaux. Là. Donc c'est le cas des sous-marins français était effectivement quelque chose d'assez notoire parce qu'on voyait justement que tout n'est pas beau au niveau là, justement de ces grandes alliances, ces grands partenariats et surtout là, la relation entre la France et les États-Unis, comme tu as dit, là, on s'entend que les Français étaient sur le point de ramener des bateaux pour récupérer la statue de liberté. Là. Donc j'avoue que c'était quand même assez notoire. Puis je pense que moi, mon petit take rapide là-dessus, là, c'est un bon sujet parce que ça montre aussi que la stratégie n'est peut-être pas efficiente. La Chine a tellement pris de l'avance avec un autre sujet qui ne sera pas parmi les miens, là, mais avec les fameuses routes de la soie, là, que la Chine a déjà des ramifications à travers le monde qui vont bien au-delà de dire « Ok, parfait, UK,
US puis Australia, vous êtes ensemble, c'est plus une bataille navale. Là. Donc, c'est un petit peu ça que je trouve qu'ils sont peut-être rendus un petit peu au-delà et la Chine, c'est bien implémenté. Donc, je ne crois pas qu'il y a grand-chose à faire. Et les tensions, comme tu as dit, ne vont pas cesser d'augmenter. Ce qui, d'ailleurs, fait un très beau lien avec avec mon deuxième sujet. Là. On risque, selon moi, de s'entrecroiser sur des éléments là, Chine versus États-Unis. Mon deuxième sujet était officiellement les délistings de stocks chinois au niveau des États-Unis. Plus précisément, on avait fait cette année là, le cas du IPO de Didi. Fait que c'est un petit peu, en fait, la logique de où est-ce qu'on s'en va avec ce genre de compagnie-là. Il y a des grandes compagnies chinoises, surtout dans le domaine de l'électronique, là, vous vous souviendrez, ou des technos, qui ont eu des IPO quand même assez notoires. Didi est un bon cas. Le IPO a fait mouche, ça a super bien marché. Il y avait eu beaucoup de capitaux investis à New York lorsque ça a été listé aux États-Unis parce que c'est une manière d'investir dans des méga puissances chinoises dans un contexte plus, entre guillemets, légiféré vu que c'est en sol et sur une place boursière américaine. Donc, l'intérêt a toujours été hyper élevé. Mais je crois que le cas de Didi cette année, qui était en juin 2021, là, le IPO pour être exact, a un peu changé cette vision-là parce que les Américains et même les Occidentaux plus généralement ont découvert que malgré l'intérêt pour ces puissances-là, pour ces listings en sol nord-américain-là de compagnies chinoises, il n'y a rien qui tient réellement. Le IPO a fondu, on en avait parlé au moment où c'est arrivé, le IPO avait fondu parce qu'il y avait des menaces assez évidentes que le gouvernement chinois allait restreindre et même d'une certaine manière indirectement faire en sorte que ça allait être délisté de New York dans les mois suivants. Et je crois même que si je me trompe pas, j'ai lu un peu là-dessus tantôt, c'est encore en cours, c'est sur le point, selon moi, d'être quelque chose qui va être complété. On parle d'un IPO qui a eu des capitaux incroyables en termes d'investissement, mais qui au final se retrouve avec une compagnie qui va être délistée et qui va s'en retourner à Hong Kong, qui est peut-être la version la plus safe, entre guillemets, d'investir pour des compagnies chinoises, plutôt que d'investir à Beijing directement. C'est un petit peu moins opaque à Hong Kong que les Shanghai ou Beijing. Mais ça reste que je trouve que c'est un des éléments notoires. Ça montre encore une fois l'ampleur que va avoir ces tensions-là et plusieurs personnes vont dire que si on regarde dans 5 ans, par exemple, certaines personnes vont soulever, il n'y aura plus de IPO de compagnies majeures chinoises parce qu'il y a un clash direct. La sécurité nationale est mise de l'avant par le gouvernement central chinois. Ils sont prêts à tout faire, même au détriment de la compagnie à l'interne. On s'entend qu'est-ce qui est arrivé avec Jack Ma, par exemple, qui est un autre bon exemple. Ça le soulève. On a des problématiques. Le gouvernement chinois est prêt à tout pour protéger ce qu'ils appellent la sécurité nationale, pour éviter que les États-Unis, par exemple, aient accès à des données sur les consommateurs ou les utilisateurs chinois. Et de l'autre côté, tu as les instances réglementaires comme la SEC aux États-Unis qui veulent avoir accès aux justes états financiers, au rapport à un visuel réel sur la compagnie, ce qui n'est pas fourni ou ce qui n'est pas permis d'être obtenu. Donc, il y a un clash évident qui va ne faire que s'empirer et qui, encore une fois, au fur et à mesure, et on l'espère, qu'il n'y aura pas d'autres IPO aussi massifs que l'a été Didi cette année là, pour des stocks chinois à New York, parce que c'est un risque épouvantable pour les investisseurs. C'est un risque que 2 semaines après, il y a une sortie du Parti central, du Parti communiste central en Chine, qui fasse en sorte que soudainement le titre perde de manière intrinsèque 25% out of nowhere. Et c'est ce qui est arrivé avec Didi. C'était pas la performance de la compagnie qui avait changé, mais c'est le contexte réglementaire qui affecte tout. Et pour moi, c'est un événement marquant, mais c'est aussi quelque chose, tu l'as un petit peu dit, là, et c'est un petit peu ça, je pense, les tensions Chine-États-Unis, c'est quelque chose qu'on risque d'avoir l'occasion de reparler sous d'autres formes de sujets dans les prochaines années, mais c'est quelque chose qui est un point tournant, c'est quelque chose qui a vraiment rendu inintéressant les listings de stocks chinois aux États-Unis, du moins à mon avis. Et c'est ce qui rend encore une fois une transition complète entre le fameux mur qui se crée entre les deux plus grandes économies et les deux plus grandes instances financières mondiales. Ce qui est un peu triste, c'est ma vision des choses, c'est s'il y avait pour X raison une capacité d'avoir des ponts économiques et financiers entre la Chine et les États-Unis, où est-ce que le monde se situerait, plutôt que d'avoir des combats éternels. C'est un peu là, et encore une fois, c'est en tant que bon Canadien pacifiste que certains diront là, que je dis ça, mais c'est un petit peu ma vision. Je trouve que ça montre quand même un défaut notoire et le fait de créer deux pôles financiers complètement distincts où les Occidentaux investissent aux États-Unis et les personnes à la limite qui sont plus en Orient, par exemple, peuvent investir en Chine. Je trouve que ça crée une polarisation un petit peu inutile dans un contexte où la finance moderne est une finance qui est imbriquée, qui est interreliée, qui devrait l'être et devrait se développer. Mais bon, comme on l'a dit, et tu l'as soulevé dans ton top 1, là, c'est du géopole, on peut pas faire grand-chose, mais mon top 2, et je te passe la parole si tu veux faire un petit topo là-dessus rapide, Gab, là, mais c'est effectivement la transition, là, les délistings de stocks chinois à New York ou aux États-Unis plus généralement.
Ouais, c'est un sujet hyper intéressant. Je trouve qu'on pourrait même en reparler en 2022. Oui, c'est fou, je suis encore en 2020. Hein. Des fois, là, tu te dis, mon Dieu, c'est Oui, passé ouais. tellement vite cette année-là. Mais euh, ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Puis c'est vrai que les stocks chinois ont posé beaucoup de problèmes. Surtout les régulateurs ont mis un frein après l'affaire Didi sur ce qu'on appelle les Chinese ADR. Donc, ce sont en fait des sociétés écran, mais qui contrôlent par certains droits de vote spéciaux en fait euh, le en fait les entreprises, donc par exemple Alibaba, etc., ZTE, etc. Il y en a plein là, des Chinese ADR. Didi en était un. Donc ce sont des actions spéciales. Hein. C'est-à-dire que tu peux pas, comme les capitaux chinois sont fermés la plupart du temps aux étrangers. Bah, c'est des droits de vote spéciaux en fait qui font que tu puisses acheter évidemment l'action de ces entreprises-là. Donc c'est un espèce d'hybride. Et ce qui fait que parfois tu achètes une action par exemple d'Alibaba, mais c'est pas réellement Alibaba, c'est cet ADR, donc qui est une société écran en Chine et qui contrôle une portion des holdings de la société mère en Chine. Donc c'est assez complexe et c'est fait en sorte qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux structures de gouvernance, par rapport à une société basée, par exemple, aux États-Unis, qui, pour le coup, a un fonctionnement qui est assez simple, même si, bon, certaines entreprises ont des fonctionnements de gouvernance très compliqués. Un très bon exemple que je peux avoir, par exemple, c'est Liberty Media. Comme tu le sais, Liberty Media, c'est une entreprise qui gère la F1 aussi, mais ils possèdent aussi les Braves d'Atlanta, donc qui est une franchise de baseball. Et eux, ils ont 3 classes d'actions, si tu veux, pour chaque unité d'affaires. Donc c'est un vrai bouxon, pardon, sans nom, pour pas dire le nom vulgaire là. Euh, et donc ça fait que, bah, tu vois, ces structures de gouvernance complexes là, ainsi que par exemple les Chinese ADR, bah, c'est vrai que ça pose quand même pas mal de problèmes et je pense que les régulateurs vont mettre un frein là-dessus très rapidement si on voit que justement il n'y a pas un contrôle effectif, si tu veux. Oui, tu possèdes les droits de cet IDR, mais est-ce que tu possèdes réellement l'entreprise? C'est toute la question, évidemment, qui va se poser. Et même des spécialistes ont du mal, si tu veux, à Mhm. comprendre exactement cette structure juridique-là. Est-ce qu'on peut passer donc du coup à mon deuxième sujet? Absolument. Allons à ton numéro 2, ouais. Eh bien, restons sur le continent asiatique, puisque je voudrais parler de roulement de tambour, Evergrande. Effectivement. Ça, j'avais un feeling que tu allais effectivement choisir Evergrande pour deux raisons. Un, pour redeem ta prononciation d'Evergrande. Et Oui, deux, pour effectivement quand même mentionner là, que c'est un point tournant là, Et je pense aussi le fait de lever un voile sur la Chine plus généralement au niveau de son économie. Là. ouais, bah c'est Evergrande ou Evergrande comme on l'a Dépendamment appelé. de l'influence Starbucks et aussi du pop, de la chanteuse pop américaine. Là. Mais bon, ça c'était la déformation. On l'a dit, je crois que cette compagnie-là a malheureusement été occidentalisée de manière assez notoire là, par un bon vieux café Starbucks. Là. Ouais, bah c'est Evergrande. Enfin, en tout cas, c'était assez drôle. Pourquoi ça m'est venu en tête, c'est que j'ai une amie qui, justement, c'était un peu chinoise, évidemment, qui s'était moquée un peu de ma prononciation, justement, parce que j'étais Evergrande en présentation en cours. Et elle m'a dit, mon Dieu, non, non, c'est Evergrande et tout. Donc, en tout cas, et je trouvais que ça faisait un beau lien en plus avec ce qu'on a parlé précédemment. Euh, Evergrande, bon, bah, on se souvient, cette année, ça a été peut-être probablement ce qui a fait le plus peur en fait au marché, à part le Covid. Hein. C'est une entreprise d'immobilier donc basée en Chine qui possède de nombreux complexes, même des stades, etc., des complexes résidentiels, et qui était face à une dette colossale qui était de plus de 300 milliards de dollars américains. Et l'entreprise avait fait défaut de paiement sur les bons qui étaient réservés aux investisseurs, encore une fois, étrangers. Donc ça faisait pas mal de lien avec ce que tu disais avec précédemment, qu'il y a une ségrégation qui est en train de se créer dans le monde entre les investisseurs locaux, donc chinois, puis les investisseurs du coup étrangers américains. Euh, et, euh, et bon, en automne, tu vois, il y a encore des problèmes sur cette entreprise-là. On sait que ça va être assez compliqué, si tu veux, de résoudre ce problème-là d'une shot. Tu as énormément de questions plus politiques, étant donné que le gouvernement chinois aimerait reprendre évidemment contrôle sur les entreprises, en tout cas sur les actifs qui sont en cours de construction, comme les immeubles, parce qu'on est dans un pays où tu as un contrôle politique tellement important que on veut que les projets, tu vois, qui étaient en cours de construction, qui ont été à l'arrêt par le scandale Evergrande,
qu'ils reprennent pour que la population évidemment puisse se loger. Parce que c'est vrai qu'il commence à y avoir des manifestations, etc. Et on sait qu'en Chine, l'opposition politique ou même la protestation peut être punie, en fait, tu peux être condamné à mort, hein, évidemment, si tu manifestes. Donc c'est très très grave et je pense qu'il y a une reprise en main du gouvernement chinois qui fait que, bon, on a encore beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer avec Evergrande, mais je trouve que ça reste un sujet très intéressant qui s'est passé cette année-là. Effectivement, puis je pense un des points aussi qui est intéressant à soulever, c'est que moi je l'ai vu un peu, encore une fois, je fais beaucoup de takes là, dans cet épisode-là, là, comme on dit si bien en anglais, là, mais euh, c'est un peu la première fois qu'on voit également du moins de ma connaissance technique là, de l'économie et de la finance là, depuis quelques années avec les études et maintenant avec le travail, là, mais on dirait une première fois où un des plans du gouvernement central ne fonctionne pas si bien que ça, parce que le fait de mettre en place, et on l'a bien dit, des projets d'hébergement, là, c'était directement corrélé avec le fait que la Chine voyait une population grandissante. Je vous cache rien en vous disant ça, mais c'est la première fois que, techniquement, le nombre de tours, le nombre de nouvelles constructions était plus élevé que le besoin. Et tu l'as dit, Gab, il y a beaucoup de personnes qui ont des manifestations. Ça, c'est des personnes qui ont payé pour une bâtisse en question, qu'ils attendaient leur logement, mais tu as des villes qui ont fait des constructions et des constructions et des constructions là, de tours à condos épouvantables, qui au final... Le projet n'a pas... il y a des problèmes avec des compagnies comme Evergrande, tu l'as bien soulevé, mais il y a aussi pas réellement de besoin. Donc, ça a soulevé vraiment une problématique sur... On dirait que la Chine pouvait tout se permettre. On se disait également que toutes ces compagnies-là avaient un lien directement avec les entités là, du gouvernement central, du parti central, ce qui est vrai. Mais c'est de voir, mais ça fonctionnait pas si bien que ça. Le besoin, le plan a un peu déraillé, et en plus de ça, ben, la Chine, comme tout autre pays dans le monde, a des limites à un certain point au niveau de ses compagnies et de son parti central également, au niveau de l'endettement. À un certain point, on pouvait presque croire qu'il n'y avait aucun problème là-bas. Ils contrôlaient leur devise, on le savait, mais on n'aurait jamais pu douter que l'endettement serait une problématique. Il y avait tellement de projets d'envergure qu'on se retrouvait à se dire, ben écoute, s'ils veulent faire de l'hébergement sans arrêt, on dirait qu'ils pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait absolument rien qui limitait en termes de devise, en termes de cash, que des projets comme ça aient lieu. Donc moi, ce que j'ai vraiment apprécié, ben pas apprécié, mais ce voile-là a amené justement une vision quand même assez intéressante sur la problématique centrale qu'il y a dans le plan d'hébergement, et aussi montré un peu mis au jour la logique que ben, si il y a des personnes, des créanciers par exemple d'une compagnie chinoise, et tu l'as bien dit, à l'international et au sein du territoire national chinois, ben s'ils vont, tu sais, qui va être payé en premier, peu importe les classes, un certain niveau de dette, là, ben, la priorité, c'est pour les capitaux chinois, c'est pour les créditeurs chinois, et on l'a bien vu dans la mentalité du gouvernement central. Donc, très intéressant. Ça a aussi soulevé, je pense, puis j'enchaîne avec mon dernier, mon troisième sujet, mon troisième événement marquant de l'année par la suite, là. Mais c'est également, le Parti central a quand même eu une approche de dire, il y a eu une responsabilisation. Tu sais, le fameux CEO là, d'Evergrande a dû liquider, a dû trouver une manière de lui-même, et c'est pas le gouvernement qui l'a sauvé, c'est un petit peu une frousse, parce que ça va créer justement là, un préavis là, pour les autres cas futurs qu'il peut y avoir en Chine, mais il y a quand même eu une certaine prise de logique de ben, le CEO, arrange-toi avec tes problèmes un peu, on va pas, c'est pas le bail-in du gouvernement qui va arriver, ce qui est quand même une bonne nouvelle au moins pour les autres cas futurs. Mais très bon point effectivement, et c'était effectivement assez notoire dans l'année, toujours un peu dans le fameux clash là, entre la situation ou la structure financière et économique là, chinoise par rapport à celle américaine. Donc effectivement, passons à mon dernier sujet qui, d'ailleurs, je dois dire, pendant que tu parlais d'Evergrande, m'a un peu fait rigoler parce que je voulais parler du canal de Suez et du problème avec l'Evergiven, qui on dirait qu'on fait des liens indirects qui n'étaient pas volontaires. C'est fou. Donc le canal de Suez, je le fais très rapidement. Là, encore une fois, vu que c'est le troisième, là, c'était pas le prioritaire dans l'année. Mais c'est, selon moi, là, ces petits sommaires, vous vous souvenez, on en avait parlé, là, c'est le fameux bateau là, qui s'était littéralement échoué là, de travers dans le canal de Suez pendant quelques jours. Ça a paru une éternité parce que tout le monde en parlait 24 heures sur 24 à CNN, par exemple. Mais officiellement, là, pour vous donner la durée concrète, c'était le 23 mars là, de cette année que ça a eu lieu, et le dernier bateau qui était en attente a pu passer le 3 avril. Donc, pas un délai épouvantable, mais ça a quand même mis... moi, en fait, c'est avec une rétrospective, et c'est un peu ça qu'on vous fait dans l'épisode d'aujourd'hui, mais ça a montré justement les risques de problématiques dans les chaînes d'approvisionnement. Et on vous a fait un sujet dans les dernières semaines là-dessus.
dans lesquels l'Ever Given et le canal de Suez auraient peut-être dû être le premier vecteur de dire on a eu des problématiques quand même assez notoires. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement épouvantables à cause qu'un bateau s'est littéralement encastré dans une butte de sable dans le canal de Suez. Peut-être que notre système ne fonctionne pas si bien que ça. Et malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et ça a pris d'autres ampleurs avec le fameux chip shortage, etc. Mais ça a pris une ampleur monumentale. Et maintenant, on se retrouve avec justement ce qu'on vous a parlé, des délais d'approvisionnement qui sont épouvantables, des bateaux qui sont pris partout en attente dans des ports. Donc, moi, ce que je disais, c'est en mars 2021, on a eu un premier signal, on a eu un peu un red flag qui aurait pu être interprété par les grandes têtes du GOL mondial, là, pour justement peut-être essayer de voir est-ce qu'il y a une redéfinition qu'on devrait faire de notre chaîne d'approvisionnement, et ça n'a pas eu lieu. On est passé à autre chose. On a continué à juger que la bonne vieille bande d'eau qui traverse l'Égypte, par exemple, c'est suffisant, et qu'il n'y aura pas de problème. Effectivement, on attendra la mer du Nord et que tout est beau, tout le monde est heureux, on peut livrer quelque chose en 2 jours, même si c'est outre-Atlantique, pas de problème. Et au final, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'en mars 2021, on aurait dû y réfléchir, dans le temps d'ailleurs où la situation globale, mondiale et l'économie était en croissance. C'était le temps de réfléchir. Il n'y avait presque pas d'erreur à faire. On le voit maintenant. Les titres ont continué à monter, puis les économies ont une reprise quand même intéressante. C'était le temps d'y réfléchir. Malheureusement, maintenant, un des freins à la croissance économique mondiale va être les ramifications de la chaîne d'approvisionnement. Et encore une fois, on salue ce cher bateau qui est d'ailleurs repassé, si je ne me trompe pas, dans le canal de Suez pour la première fois il y a de cela quelques semaines, et qui est passé sans aucun problème en décidant pas d'essayer de faire son mode amphibie et qui est resté effectivement dans la bande d'eau, là, mais selon moi c'était une problématique notoire. Ça a marqué l'année et encore une fois en fin décembre 2021 là, montre qu'on aurait peut-être dû y réfléchir plus que de juste défaire le bateau et reprendre la vie normale de la chaîne d'approvisionnement. Ouais, c'est un bon point que tu évoqué, évidemment, l'histoire du canal de Suez, parce que c'est vrai que ça fait un lien sur la problématique de la chaîne d'approvisionnement, enfin plus généralement de cette espèce d'inflation, ce climat, on va dire, inflationniste, etc. Et puis ce climat, on va dire, aussi de pression sur comment on peut acheminer les biens du point A au point B. Bon, je pense que quand même, on va avoir progressivement ça va progressivement se résorber ce problème-là. La première raison, je pense que c'est aussi le fait qu'on commence à vivre avec le virus, même si, bon, alors il y a un retour un peu des inquiétudes avec Omicron, tu vois. Excuse-moi d'en parler parce que c'est vrai que ça fait un lien quand même sur le sujet, mais bon, on nous a annoncé il y a quelques jours quand même pas mal de restrictions dans la plupart des pays en fait supplémentaires, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins important que ce qu'on se faisait évidemment durant la première vague où pour le coup l'économie était complètement à l'arrêt. On est dans une situation où je pense que bon, il y a un peu plus de prudence quand même si les taux de vaccination ont prouvé quand même que le nombre de décès et d'hospitalisation est beaucoup plus faible que durant les premières vagues de la pandémie. Omicron, selon les experts, devrait être, et encore une fois, moins dangereux, mais il peut se transmettre beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai que ça peut être inquiétant quand même, le fait d'avoir toute une société qui reste à la maison en quarantaine, hein, mais je pense que c'est vrai, évidemment, ça va nous poser évidemment beaucoup de questions. Il y a ça, puis moi, l'autre point aussi, c'est, on dirait que moi je vois la corrélation avec le commerce électronique, avec ou sans COVID, je pense qu'un des legs que la COVID va avoir, c'est que le commerce électronique a eu un boom qui était encore plus épouvantable que celui qu'on croyait initialement. On s'entend, on se le cachait pas que c'était en croissance déjà. Mais maintenant, on dirait que je me dis, sans le développement de nouvelles infrastructures plus efficientes, des infrastructures portuaires, là, on va dire les vraies affaires sur la côte ouest du continent nord-américain, là, ça fonctionne pas que techniquement, à part les 2 ports qui sont dans le coin de Los Angeles, puis par exemple le port de Vancouver, c'est le fondement de tout, puis qu'on s'entend, c'est un petit peu comme quand il y a eu l'expansion vers l'ouest, là, Vancouver, là, il y a un rail de chemin de fer qui quitte le port, puis qui peut se rendre jusqu'à Montréal, par exemple. Est-ce que c'est fonctionnel de nos jours? Plus ou moins. Donc je crois qu'il y a, encore une fois, on va pas revenir sur l'infrastructure, mais l'Ever Given, le problème de chaîne d'approvisionnement, ben, ça va se résorber, oui, mais tant que le commerce électronique va être en croissance, qui devrait être quelque chose sur une base annuelle avec ou sans pandémie, ben, ça prend des nouvelles infrastructures. Il faut qu'on arrête de se fier sur ce qu'on a déjà présentement si on veut continuer à dire que le transport par bateau coûte moins cher que le transport par avion. Ben, il faut qu'on soit capable de traiter le transport par bateau de manière adéquate et qu'on ait suffisamment soit de trains ou de camions pour mettre sur les routes. Mais présentement, je pense que les infrastructures ne le sont pas et à un certain niveau, on ne tombera pas là-dessus là, en mode et aussi, mais les conditions de certaines industries de transport, dont les fameux transports par camion longue distance,
y a peut-être un petit peu d'amélioration à avoir au niveau des traitements des camionneurs et des conducteurs. Donc, peut-être Gab, là, pour clôturer, on est quand même pas si pire dans le temps, le fait qu'hésite pas, là, ton troisième sujet pour clôturer notre top 3 respectif. On pourra faire, si on a du temps, là, des mentions honorables si jamais il nous en passe par la tête là, pour clôturer l'année. Ouais, mais c'est... Moi, mon troisième, sujet dont je voulais parler, et je pense que ça va te rejoindre un peu. On a abordé très légèrement en surface la question de l'inflation et je pense de la supply chain. C'est, roulement de tambour, encore une fois, la fin du quantitative easing. Effectivement. On sait que Powell et la Fed, bon, c'est vrai qu'on a tendance à dire Powell a décidé ça. Bon, évidemment, je pense pas qu'il est seul à dire bon, on va mettre fin à... Ouais, non, mais il est en chaise au niveau de la Fed depuis assez longtemps pour que la Fed soit renommée peut-être un jour. Ouais. La Powell Corporation, ouais. je sais pas. Là, il a été réélu, en fait, il a été renommé parce que c'est des mandats je crois, de 4 ans, si je me souviens bien, pour être chairman of the Fed. Et donc Powell, très, très intéressant évidemment ce qui va se passer en termes de politique monétaire. On sait que c'est un sujet qui est un peu complexe, même si je vous invite vraiment à lire là-dessus. Je trouve que c'est un sujet vraiment passionnant, la politique monétaire. Le quantitative easing, on le rappelle très rapidement, c'est le fait d'acheter quand une banque centrale elle est à court de moyens en fait, ou de méthodes pour pouvoir injecter de l'argent dans l'économie. Et ben, elles se mettent à acheter massivement des bons du trésor en fait auprès des marchés, donc des bons du trésor quand même relativement peu risqués, mais qui permettent au lieu d'envoyer de l'argent aux banques, d'envoyer directement de l'argent à des corporations en fait. C'est un peu le principe du QE, donc ça permet d'augmenter la masse monétaire en circulation. Donc c'était une technique très agressive qui a été utilisée évidemment durant la première partie de la pandémie avec des achats évidemment records de bons. On en parlait de plus de 100 milliards de dollars par mois. Là, tu vois, par exemple, au mois de novembre, on parlait de 120 milliards de dollars d'achats, on va dire, de bons par la stratégie du quantitative easing. Et le mois de décembre, on est descendu à peu près un peu moins de la moitié, si tu veux, du 120 milliards. Donc on était à 60 milliards par mois. Et ce montant-là devrait réduire chaque mois jusqu'à atteindre zéro en fait d'ici la fin 2022. Donc c'est la fin d'une stratégie qui a été très agressive pour mettre de l'argent dans l'économie, qui, oui, effectivement, se fait assez efficacement. Elle a permis quand même de sauver beaucoup d'entreprises qui étaient un peu en bord de la faillite. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est ta foutue Carnival Corporation là, dont tu nous parles, rabâche les oreilles à chaque... Effectivement, toujours important de noter par contre que ce n'est pas une compagnie à laquelle je crois, c'est plus pour le meme à force entre Gab, parce que je sais que Gab, dès que je lui parle de carnaval, il est sur le point de se prendre 2 verres de whisky, là, donc ça me fait toujours bien rire, mais effectivement, je n'en parle pas plus parce qu'il n'y a absolument rien à parler de plus autre que des déficits. Non, c'est ça, la Carnival Corporation, bon, c'est plus un meme qu'autre chose, mais... cette méthode-là était évidemment très agressive, mais elle a permis vraiment de sauver, je pense, en grande partie l'économie américaine qui était un peu au bord du précipice durant la première partie de la pandémie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un autre contexte. On est dans un contexte où aujourd'hui on a beaucoup plus de tensions par rapport à l'inflation. Même si Powell, par exemple, a annoncé donc, du coup, la fin du quantitative easing, il va aussi avoir de la pression sur la politique monétaire standard. Donc le fait de faire par exemple des repos, par exemple... tout simplement les taux directeurs tels qu'ils sont utilisés aux États-Unis. Powell a déjà annoncé qu'il ferait des hausses de taux l'année prochaine, donc au minimum 3, si ce n'est 4. C'est vrai qu'on a des records d'inflation aux États-Unis qui dépassent les 4%. Je crois qu'on était à 4,2 en year over year sur le mois dernier. Donc c'est complètement fou, évidemment. C'est beaucoup plus que les fourchettes traditionnelles d'inflation qui sont entre 2,5 à 3,5%, qui est on va dire un taux naturel d'inflation qui paraît cohérent et qui permet évidemment à ce que l'épargne des gens ne se dégringole pas, puis que la production économique en fait soit inférieure, si tu veux, soit comment dire, il faut que ce soit en lien évidemment avec la croissance du PIB réel à long terme. Donc c'est un peu ça que je me dis, on va dire, avec le QE. C'est vrai que c'est un sujet qui a marqué les investisseurs dans la fin de l'année, plutôt en fin de l'année.
qui va risquer d'intéresser énormément les investisseurs évidemment en 2022. Pour le coup, c'est sûr qu'on va en parler et je pense que ça va continuer à nous intéresser. Ouais. Ouais, puis c'est un sujet qui m'a beaucoup enflammé aussi là, dans cette année de podcast, là, dans le sens où on va parler très très longtemps du QE comme étant la solution qui a fonctionné pour la crise de la COVID et qui avait fonctionné également à l'époque dans le temps de la fameuse crise de 2009. Mais j'ai de la misère encore une fois à voir que la sortie du QE s'est faite à temps. On sait que les marchés, on peut pas faire ça tout d'un coup. Donc le fait que c'est une dégression, là, c'est tout à fait cohérent et c'est la meilleure chose pour rendre l'effet sur les marchés le plus faible possible. Donc ça, déjà là, c'est une bonne chose comme technique de sortie. Par contre, j'ai de la misère à croire que c'était vraiment en novembre, décembre qu'il fallait commencer, 2021, là, qu'il fallait commencer à mettre ça en place. On s'entend, là, on dit souvent, là, si l'inflation, on vit du 2%, puis qu'on est à du 4,2 et on s'entend, c'est probablement des chiffres qui sont relativement favorables. La réalité dans certains pays, les États-Unis, même eux, peut-être que c'est pas réellement du 4,2%. Là. Mais tout ça pour dire que je considère qu'on va en parler très très longtemps de voir est-ce que ça aurait dû être plus tôt, qu'on sorte de ce QE-là. Les impacts négatifs, on s'entend d'une année à l'autre. 2021 a été marqué par un contexte justement où l'économie était sur les chapeaux de roue. L'économie allait à plein régime par les politiques. Et on va se retrouver en 2021 avec la fin du QE et une hausse des taux directeurs. Donc un contexte qui est littéralement, on commence à mettre le frein d'urgence entre guillemets sur le véhicule. Quel va être l'impact indirect sur les marchés, par exemple? On dirait que je trouve que c'est beaucoup d'une année à l'autre, c'est tout ou rien. 2021 par rapport à 2022, on pourra en parler à la fin de l'année prochaine dans nos segments de fin d'année. Mais selon moi, ça va être quand même assez notoire parce que justement, l'économie va être plus balisée qu'elle l'était. Et j'ai encore une fois de la misère à croire que le bénéfice qu'il y a eu de continuer peut-être 6 mois, encore une fois, c'est mon avis, mais est-ce qu'on est 6 mois trop tard pour commencer à faire une dégression du QE, par exemple? Est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être avoir eu déjà presque la fin du QE en fin 2021 et le début peut-être d'une hausse de taux directeur? Peut-être, encore une fois, on ne le saura pas, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, et je ne suis certainement pas l'économiste ou le chairman de la Fed, donc encore une fois, mon opinion vaut ce que ça vaut, mais c'est quelque chose que je pense que j'ai répété quand même quelques fois dans l'année, où c'était étonnant à chaque fois qu'on continuait à voir qu'il y avait du QE, et qu'on continuait à voir que le taux directeur américain restait à zéro, si je ne me trompe pas, là, à nul complètement. De mon avis, ça a pris beaucoup de temps et on voit les impacts présentement sur l'inflation et on voit les impacts surtout d'une année à l'autre sur les changements qui peuvent s'opérer sur la capacité de l'économie à continuer à croître dans un contexte, comme tu l'as dit, où la COVID reste un sujet d'actualité. Donc, j'avoue, c'est un très bon sujet. Je pense que ça conclut bien également le top 3. Mais c'est sûr qu'on va en parler. C'est sûr qu'on aura encore beaucoup d'occasion de reparler du QE et plus généralement aussi des hausses de taux directeurs qui, il faut quand même le soulever, depuis le départ du podcast, il n'y a pas eu de hausse de taux directeur dans l'histoire du podcast. C'est vrai. Ce qui est quand même 1 an et demi de podcast, donc ça veut tout dire. Mais ça, encore une fois, je pense que je vais juste appuyer mon avis sur la stratégie et la politique monétaire américaine. Mais bon, je vais me taire là-dessus là, pour ne pas, encore une fois, couper le sujet du prochain rate hike qu'on aura l'année prochaine. Sinon, je sais pas, Gab, là, j'avais un autre sujet là, très brièvement que je ne vais même pas aborder, juste le lancer là, comme ça, juste pour faire fierté. Et pour nos auditeurs également français, on a fait fi de l'ascension des pharma, plus généralement de Moderna, plus généralement de Stéphane Bancel. Ça aurait été un bon sujet encore une fois, là, je pense que vous l'avez noté. On a mis la COVID un peu le plus possible, même si Gab en a parlé très brièvement là, de côté pour le podcast. On en parle déjà bien assez, vous en entendez déjà parler également, bien amplement, mais il faut quand même le soulever. Les pharma ont eu une croissance et de mon avis, le petit point que je ferais, c'est les pharma ont quand même montré la raison d'être de leur croissance au niveau de leur cash, certes, mais également de leur valorisation boursière. Je pense que cette année, il n'y a pas grand monde qui peut être un petit peu en train de dire les pharma n'ont pas été utiles, qu'on soit pro ou contre les vaccins. Ça évolue. Chaque solution liée au côté sanitaire mondial dépend de ce que les pharma vont être capables de faire. Est-ce que c'est une autre dose? Est-ce que c'est une pilule? Est-ce que c'est on ne sait pas trop quoi? Les pharma sont à peu près au centre de tous les plans. Il n'y a pas un gouvernement qui pourrait mettre en place une structure pour protéger sa population sans les big pharma. Donc on salue Stéphane Bancel et on salue également les autres grands de ce monde chez Pfizer, BioNTech et AstraZeneca, J&J, etc.
Ouais, il faudrait qu'on fasse un jour une collab avec Stéphano. Il faudrait qu'il vienne de chez nous. Mais Non, mais ça, on le rappelle, considérant qu'ils veulent faire une usine de production, je pense, au Canada, peut-être même au Québec, là, on pourrait toujours essayer de trouver une manière d'avoir un petit sit-down interview avec Stéphane Bancel. Vraiment, lorsqu'il ça serait... reviendra faire un tour au centre-ville de Montréal. Là. Ce serait hyper intéressant en vrai, là. Mais bon, Oui, pas tout de suite. On va prier pour que ça marche. Mais bon, d'habitude, c'est vrai que j'ai des propos, on va dire, quand même assez controversés, je te dirais, plutôt sur la gestion de la crise de manière générale. Je pense que ça a été quand même plutôt bien géré quand même dans l'ensemble. Mais tu vois, on arrive à un point où je pense que la vaccination est notre seule solution crédible. C'est vrai que on arrive à des formes de nouveaux variants. Et est-ce que la Covid va finalement se transformer comme une espèce de grippe en fait régulière où on devra avoir notre vaccin annuel, un peu comme les petits vieux avant la Covid, ils prenaient leur shot pour la grippe. Bah, ce serait un peu pareil. Je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Et on commence à vivre effectivement progressivement avec le virus. Omicron évidemment pose beaucoup de questions. Je pense que ça va être quand même un point évidemment de non-retour et on va progressivement à travailler évidemment et à apprendre à vivre évidemment avec le virus. En tout cas, je le sens cette vibe-là de plus en plus. Tu vois, encore une fois, les restrictions sont moins intenses que ce qu'on a connu par le passé. Elles ont prouvé aussi qu'elles ont coûté malheureusement très très cher aussi aux contribuables. Donc, c'est des questions qui vont se poser et je pense que ça a été une très belle année 2021 au passant, très riche en nouvelles économiques, en capacité à faire énormément de sujets. C'est ça où je me rends compte que si en moyenne on a fait 2 sujets par semaine, c'est-à-dire ça fait plus de 104 nouvelles, je fais un calcul rapide, c'est énorme, c'est 104 sujets de discussion très variés, puis ça nous est arrivé parfois d'en avoir qu'un seul, on va arrondir ça à 100, c'est-à-dire que ça a été une année très très riche et je pense qu'il nous réserve évidemment, qu'il nous a réservé énormément de surprises, je dois t'avouer, je me serais pas attendu à une telle tournure des événements, être capable justement de livrer autant de vaccins en si peu de temps. Je pense que c'est la bonne nouvelle de l'année. La mauvaise, c'est de savoir quand est-ce qu'on va sortir enfin de cette pandémie. Et je pense que ça va. On a quand même un avenir qui est quand même brillant à l'horizon. Je le souhaite en tout cas pour le monde. Exact. Mais... Puis je pense d'une manière aussi pour conclure l'épisode là, sur nos 6 principaux événements marquants de l'année 2021, il faut quand même le soulever. Là, ce qui nous a montré, puis tu l'as bien dit Gab, c'est le fait que quelque chose qui était, on dirait de cela, là, 10 à 15 ans, une virgule au niveau de l'impact potentiel économique ou financier maintenant est un événement majeur. Chaque impact indirect d'un truc comme le fameux bateau qui s'échoue là, est rendu un impact notoire. Donc on voit effectivement à quel point là, il y a du contenu, il y a des grosses nouvelles et dans une année comme l'année 2021 où globalement, les marchés boursiers ont été hyper performants, ce qui est une année en général où on s'attendrait à ce qu'il y ait moins de rebondissements, de nouvelles, etc. Il y en a eu amplement, pardon. Donc on peut s'attendre à une année 2022 qui va être marquée également par tout autant d'événements marquants. J'ai introduit d'ailleurs peut-être Gab, là, juste avant que tu fasses le mot de la fin, également peut-être l'épisode de la semaine prochaine. Donc pour conclure la saison 3, on vous fait peut-être encore c'est un autre segment en mode palmarès fin d'année. Là, on veut vous faire nos stocks qui nous ont les plus impressionnés pour l'année 2021. Donc restez à l'écoute, c'est probablement, je trouve que ça finit très bien le podcast pour la saison 3 et ça va être super intéressant. Donc on vous en a préparé peut-être encore une fois, on n'ira pas trop avec trop de stock là, pour bien avoir le temps d'en parler. Donc peut-être un 3 chacun, là, mais restez, soyez à l'écoute la semaine prochaine pour conclure la saison 3. Donc à nouveau avec une grande fierté qu'on met déjà une conclusion à une nouvelle fois un 26e épisode d'une saison là, pour la 3e fois dans l'histoire du podcast, mais qu'on vous fait avec un épisode spécial que je crois que vous allez beaucoup aimer et qui nous, encore une fois, va beaucoup nous plaire là, pour faire nos espèces de palmarès qui peut-être deviendront là, une tangente assez courante là, au niveau du podcast de vous faire des palmarès peut-être pour les 2 derniers épisodes là, de chaque fin d'année. Comme vous pouvez vous douter, le podcast, ça s'en va nulle part. On n'a jamais pris de congé depuis le début en juin 2020. Là, donc, on va continuer à garder cette trame-là. Donc, préparez-vous. Mettez à l'agenda déjà les 2 palmarès de fin d'année 2022. Bon, quand même, on se transformera pas quand même en une chaîne de top comme sur YouTube. Enfin, non, effectivement. Je le souhaite. Oui, non, mais aussi avec le genre de contenu qu'on fait, on n'a pas d'histoire sur les Kardashians, donc je ne crois pas qu'on aura le même nombre de clics. Là, fait que je pense qu'on peut rester effectivement après ça dans notre format conventionnel pour relancer la saison 4 là, début janvier. Voilà, ouais, ça se transformera pas
un Watch Mojo ou je sais pas quoi là, Ouais. avec des tops là. Mais en tout cas, et puis au passant, on vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes à vous tous qui nous écoutez, hein. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Puis on se retrouve la semaine prochaine, donc du coup, comme tu l'as dit, JP, avec ce nouvel Effectivement, épisode. publication du 27. Et puis, comme toujours, là, peut-être Gab, je vais faire, j'entends le disclaimer. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais présentement. Là, on change la formule gagnante. Là, Vas-y. mais effectivement, n'hésitez pas surtout à. Tu sais, sur YouTube, on le dit souvent, là, c'est peut-être la meilleure plateforme de référencement. Donc, n'hésitez pas à aller mettre un like, à vous abonner à la chaîne également et à mettre un commentaire. Là, ça aide beaucoup dans l'algorithme. Également, peut-être Gab, on le mentionne moins souvent, mais comme on l'a mentionné, je pense que je l'ai dit quelques fois, là, mais je trouve que les plateformes de podcast se sont beaucoup améliorées par rapport à ce que c'était au début de l'année 2021. Donc, n'hésitez pas aussi à aller mettre à vous abonner là, sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, etc. Là, principalement, là, ce sont les principaux, je crois, avec YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je dois dire moi-même, je vous l'ai dit, la raison pour qu'on a parti un podcast, c'est un fondement très intéressant, mais aussi parce qu'on adore les podcasts. Donc, je suis abonné à beaucoup de podcasts et je trouve que ça a beaucoup d'utilité et ça permet aussi un bon référencement sur les plateformes audio. Donc, sur ce, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour un autre palmarès et peut-être le dernier avant effectivement la fin de l'année 2022 pour que Watch Mojo conserve son auditoire. On va pas essayer de faire compétition à Watch Mojo. Merci à nouveau pour vos écoutes et effectivement le joyeux temps des fêtes. On se reparle déjà, comme on a dit, la semaine prochaine entre la période de Noël et la période du jour de l'an. Salut! Bonne semaine à toi.